Bienvenue dans notre deuxième podcast chez Mastéos. On va parler aujourd'hui de notariat, le sujet le plus sexy du monde. Et avec nous, Nicolas, gogo dancer la nuit et notaire le jour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Effectivement, je fais beaucoup de spectacles le soir pour m'occuper de mes petites journées. De spectacles de notariat ? Non, gogo dancer uniquement. D'accord. Et on a une belle équipe avec nous sur ce point-là. Ouais. Ok, bon, ça commence très technique et ça va rester technique tout au long du podcast. Le notariat, dans le cadre de ce qu'on fait chez Mastéos, c'est-à-dire de l'investissement locatif, on va voir comment ça s'articule et comment les notaires comme toi peuvent nous aider à éviter les pièges qui peuvent nous faire perdre pas mal d'argent et voire optimiser notre situation. Donc déjà, éviter de se planter, parce qu'on peut se planter à plein d'étapes dans un investissement locatif. On peut se planter sur le choix du bien, on peut se planter sur la structuration juridique et fiscale, on peut se planter sur le bancaire. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est qu'on peut se planter sur le notarial. Donc déjà, éviter de tomber et en plus améliorer notre situation. On va voir si tu as des techniques à nous donner sur la négociation des clauses lors d'un compromis ou d'une promesse de vente. Exact, oui. On va peut-être en savoir un peu plus sur ton parcours, si tu acceptes de nous dire 2-3 éléments. Comment tu es arrivé au notariat ? Est-ce que c'était un rêve d'enfance ? Ah oui, complètement. C'est un rêve absolu de rester enfermé dans un bureau toute la journée, regarder des documents, des tonnes et tonnes de pages. Non, moi personnellement, c'est plutôt un accident. Un parcours un peu houleux et qui m'a orienté vers le notariat par pur hasard. Pas de famille notaire, personne du tout, aucune approche. La première fois que j'ai mis les pieds dans une étude, c'était une vraie découverte et une vraie passion par contre, parce que pour le coup, on ne se rend pas compte vraiment de l'arrière de ce métier-là, mais ce qui est passionnant, voilà, c'est d'accompagner des gens et surtout dans le cadre d'investisseurs, aujourd'hui particulier, on n'est pas sur des grosses foncières et des gros moyens, donc il ne faut pas se louper sur les investissements, c'est important, être vraiment vigilant sur tous ces points-là et d'accompagner les gens, vraiment le contact avec les personnes, c'est ce qui fait qu'on a un métier qui est passionnant et vraiment, et là dans le cadre avec Mastéos, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment incroyable d'accompagner ces primo-investisseurs, parce qu'on a tous ce rêve-là finalement, d'investir un maximum et après pour être à la retraite le plus tôt possible, ouais. le doux rêve, parce que ça fait partie, ou alors de construire un patrimoine important avec la force des locataires, c'est quand même un beau pari. Ça, on sait bien le pitcher, mais c'est vraiment... ce pari, il est gagnant que si on maîtrise chaque étape, dont la tienne. Oui. Tu nous as pas dit du coup, avant d'être notaire, tu faisais quoi ? On peut le dire, j'étais agent immobilier. C'est vrai ? Oui. Ah, je savais pas. Tu étais agent immobilier ? Oui, j'ai fait agent immobilier quelques temps. Métier qui me plaît beaucoup. Je crois que je me suis un peu trompé de voie. Mais après, chacun son métier. Finalement, ma spécialité, elle me va bien. Mais effectivement, avant, j'ai été agent immobilier. J'ai été mécanicien. J'ai fait plein de choses différentes. Tu as fait des études de notariat quand même à un moment, non ? A priori, j'ai mon diplôme de notaire, effectivement, qui s'obtient en quelques années, mais je l'ai eu. Agent IMO, donc tu es passé du mauvais au bon côté de la force finalement, c'est bien. Ouais, je sais pas lequel est mauvais, mais... Ouais, on va en parler. Alors, on attaque dans le dur du sujet. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur un compromis de vente pour pas se planter ? Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, et tu me diras s'il y a quelque chose avant, c'est déjà l'offre. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne manière de la rédiger ? Est-ce qu'il y a des clauses à mettre pour se protéger dès l'offre ? Et quelle est la valeur d'une offre ? Est-ce que c'est un pur papier qui n'engage pas ou est-ce que ça engage un minimum ? Oui. Alors effectivement, l'offre, entre guillemets, pour l'acquéreur, on ne prend aucun risque. En fait, techniquement, on a notre délai de rétractation qui nous permet de nous dégager de la promesse. Donc vraiment, si on fait une offre sur laquelle on n'est pas intéressé par la suite, l'acquéreur, il prend pas vraiment, il n'y a pas d'enjeu sur ce document-là, mais il a quand même un enjeu majeur, c'est d'arrêter quand même les conditions. Parce que le but d'une offre, c'est pas d'aller à la légère. Le but, c'est d'avancer, d'être constructif. Donc de faire cette offre la plus précise possible, ça évite de longs sujets de discussion après par le futur. Parce qu'entre l'offre et une promesse de vente, on passe d'une offre à une page, à une promesse qui en fait une trentaine, une quarantaine de pages, il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas traités. Donc d'être le plus précis possible, notamment sur le financement, sur les conditions de délai et autres, ou d'occupation dès l'offre. C'est pas mal de le faire. Délai de financement dès l'offre. C'est bien pour éviter le genre de sujet si on veut des délais qui sont un petit peu longs, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que les conditions de prêt, notamment, les délais qu'on va négocier dans la promesse de vente, c'est pas légal. Tout ça est contractuel. Donc de dire qu'on veut 45 jours pour obtenir un crédit, 2 mois, 3 mois ou 4 mois... Ça se négocie dès l'offre. C'est dans l'idéal, c'est quand même bien de pouvoir le négocier dès l'offre en disant, moi, il me faut du temps, je suis un investisseur tout neuf, tout junior, j'ai besoin d'un délai de 3 mois parce que je dois mettre en place mes SCI, je dois mettre en place le bon partenaire financier. Donc il faut me laisser le temps
de faire tout ça. Ou alors de dire, moi je suis un investisseur aguerri, je sais que j'ai des partenaires bancaires à un mois qui me suivent, je donne mon offre un peu plus sexy parce que je sais que je peux aller vite. Et c'est bien d'avoir une marge de sécurité. Donc c'est un peu un bébé compromis de vente, l'offre c'est pour clairement toi. un bébé compromis de vente. On verra la différence entre les deux après. On peut négocier le séquestre même dès le moment de l'offre. De la même manière, un séquestre, c'est pas légal. Moi, c'est pas encadré légalement C'est au niveau des pourcentages, donc il y a un usage un peu généralisé en France où voilà, c'est 5%, c'est un usage assez habituel, mais c'est quelque chose qui peut être supérieur, inférieur ou inexistant. On n'est pas obligé de verser un dépôt de garantie ou une partie de l'indemnité lors de la signature de la promesse. Ouais. Ok, donc ça c'est le stade de l'offre. Et après, une fois que l'offre a été contresignée par le vendeur, ça engage le vendeur, ça engage un peu moins l'acheteur qui lui bénéficie du délai légal de rétractation de 10 jours post-signature du compromis ou de la promesse, sauf exception, local commercial, bâtiment mixte, SCI. Il faut que ça soit, il faut que ça soit de l'habitation et un particulier qui signe. C'est pour ça qu'on a toujours tendance, même si c'est un investisseur qui a des sociétés, des SCI pour acheter, il vaut mieux presque signer en nom propre et avec la faculté de substitution pour pouvoir bénéficier de ce délai de rétractation si on est dans le cadre de l'habitation. Effectivement, si on achète des locaux commerciaux ou autres, on n'a pas le droit à cette protection. Absolument. Et c'est assez piégeux parce que parfois il y a un petit local commercial qui traîne en bas de l'immeuble et du coup l'acheteur pense qu'il est safe et qu'il peut se rétracter à tout moment. Pas du tout. Il y a un local commercial, pas de délai de rétractation. Sur le commercial, on est complètement bloqué. La condition suspensive de financement, ça devient hyper boring. Je suis désolé, après ça va parler gogo dancing, mais là je reste sur les aspects techniques. La condition suspensive de financement, elle saute si c'est un pro ou si c'est un local commercial ou elle reste d'office? Non, en fait, elle est d'office légale sur de l'habitation d'un particulier. Elle est contractuelle, d'accord. Donc elle existe, elle est là. Mais après, sur du commercial et autres, la loi ne protège pas ça, mais contractuellement, rien ne s'oppose à prévoir une condition suspensive. Hyper intéressant. Donc ça veut dire que la loi fait vraiment la distinction entre l'acheteur professionnel et l'acheteur particulier. Et on est considéré comme professionnel à partir du moment, et c'est peut-être un peu abusif, du moment qu'on crée une SCI. Ou qu'on achète un local commercial parce que c'est plus une activité civile, c'est du commercial, on est des pros. Et comme on est des pros, on est censé s'y connaître. Donc pas de délai légal de rétractation, pas de conditions suspensives de financement imposées d'office et garantie des vices cachés. Non, ça c'est vraiment pour les marchands de biens. Ça c'est la qualité du vendeur qui fait qu'il y a une garantie sur les vices cachés. Il n'y a pas de lien avec le bien, que ce soit de l'habitation ou du commercial. Il n'y a pas de lien avec le véhicule d'acquisition, si c'est une SCI ou pas? C'est juste l'expérience? C'est la qualité du vendeur. Si le vendeur agit comme un marchand de biens, un promoteur, un lotisseur, effectivement, il ne peut pas s'exonérer. Mais dans ce cadre-là. C'est la manière dont il agit, même s'il a fait acheter en particulier. Ok, hyper intéressant. Qu'est-ce que, tu sais, à Paris et à Marseille aussi, parce qu'on est en plein dans Marseille aujourd'hui, les verres sont remplis de pastis, on a entendu un petit accent du sud chez toi, et la pression sur l'immobilier marseillais, elle est quasiment aussi forte qu'à Paris. En l'occurrence, les offres se font souvent sans condition suspensive de financement parce que les agents mettent la pression pour faire sauter cette condition. Qu'est-ce que tu conseilles aux acheteurs qui subissent cette pression pour faire sauter la condition de financement? Alors, clairement, moi, je ne rentrerai pas trop sur ce risque-là. Entre guillemets, aujourd'hui, une opération sans financement complète, ça n'existe quasiment pas. On va dire il y a peut-être 99% des opérations qui sont avec un prêt. Donc il n'y a pas de mal à venir à négocier ces conditions-là. Après, ça peut, pour paraître sexy auprès du vendeur, on peut prendre le risque, mais il faut vraiment qu'on ait verrouillé l'opération sur ce point-là. Je pense que c'est un petit peu dangereux de prendre le risque de rentrer dans une opération sans cette porte de sortie-là, si effectivement le prêt est une obligation pour pouvoir acquérir le bien. Ok, donc les gens qui subissent cette pression et qui font sauter la condition de financement sans être sûrs à 1000% de leur prêt, ils prennent un vrai risque, ou est-ce que c'est un épouvantail juridique qui n'est jamais vraiment mis en place, cette clause pénale de 10%? C'est parce que pour ceux qui ne savent pas, dans un compromis de vente ou une promesse de vente, il y a toujours cet épouvantail qui est 10% du prix dû au vendeur si jamais il y a un refus de prêt qui ne rentre pas dans le cadre d'une condition suspensive de financement. Et si on a fait sauter sa condition suspensive, potentiellement, on doit 10% du prix du bien au vendeur. Et ça peut être des montants énormes. Ça peut représenter 50 000 €. Est-ce que vraiment le vendeur va les chercher? Comment aller les chercher s'il faut aller en justice? En fait, on prend le risque, effectivement, il existe de plus en plus avec la pratique qui change. Alors du coup, je vais te devancer sur les questions. Et en fait, c'est là la différence entre un compromis et une promesse. En fait, l'idée, c'est qu'avant, si on rentrait en litige sur un point d'exécution du contrat, si on était sous compromis, les deux parties étaient engagées, il fallait résoudre le problème pour pouvoir revendre à quelqu'un d'autre. Donc là, effectivement, les vendeurs avaient tendance à dire non, mais tant pis, si on rentre dans un litige, je préfère abandonner les choses
et ne pas réclamer mes indemnités et passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient verrouillés avec l'acquéreur dans le cadre du compromis. Tant qu'ils ne réglaient pas toutes les difficultés qu'il y avait dans le dossier, ils étaient figés avec cet acquéreur et ce vendeur dans l'opération. C'est pour ça que la pratique aujourd'hui a évolué vers la promesse de vente, parce qu'on prévoit une date butoir pour l'exécution du contrat. Passé cette date, si on ne trouve pas d'accord, le vendeur retrouve sa liberté et peut revendre à qui. Il retrouve sa liberté sur le bien, il en fait ce qu'il veut. Donc ça lui permet d'avoir une porte de sortie en disant, moi aujourd'hui, l'acquéreur, je t'évince et je ne te vends plus. Par contre, je veux mettre en place l'exécution du contrat et te demander les pénalités. Donc aujourd'hui, avec cette pratique de plus en plus courante de la promesse de vente, on prend quand même le risque d'avoir un vendeur qui ne lâche pas et qui continue à vouloir demander l'indemnité. Donc concrètement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement, parce que finalement, des dossiers sans condition de prêt, il n'y en a pas tant que ça. On pourrait faire des statistiques, mais ça reste quand même anecdotique. Et si c'était le cas, on a rarement des acquéreurs qui se lancent dans ce genre de pratique s'ils n'ont pas une certitude à 100% de l'opération, parce qu'ils ont des lignes de crédit ouvertes par la banque, ou on est sur des taux d'endettement qui sont très bas et il n'y a pas de risque particulier. Donc on a rarement quand même cette difficulté-là. D'accord. Et toi, à titre personnel, tu as déjà vu une procédure en 10, je sais pas comment ça s'appelle, je vais l'appeler une procédure en 10%, aboutir ou pas? Aboutir en justice? Aboutir, en carrière, non. Les a versés. Versés, je l'ai déjà vu, de manière amiable. Ça a été de manière amiable, mais en justice. En justice, non. Parce que pour avoir interrogé pas mal de notaires sur le sujet, moi ce que je constate, c'est qu'on en parle beaucoup. Je l'appelle un épouvantail parce que je ne l'ai jamais vu mettre en pratique, mais c'est rarement appliqué. Je ne connais aucun notaire qui ait vu dans sa carrière un vendeur récupérer 10% du prix du bien de la part de l'acheteur, parce que la condition suspensive n'était pas respectée. Ah non, en judiciaire, moi, j'en ai pas non plus entendu parler. Mais il faut passer par du judiciaire, c'est pas automatique. Le vendeur peut pas dire donnez-moi le séquestre, le vendeur peut le dire, mais après, si l'acquéreur le refuse, après, c'est forcément du judiciaire. D'accord, mais donc si moi, sous la pression d'un agent immobilier, j'ai fait mon offre sans condition suspensive de financement, que j'ai pas mon prêt, que le vendeur me réclame 10%, ça part en justice, parce que moi je dis non, ça part en justice, et du coup, c'est 3 ans pendant lequel le bien est bloqué dans le cadre d'un compromis, mais ne l'est pas dans le cas d'une promesse. Exactement. C'est ça? Ouais. C'est quand même ça la différence, parce que dans le cas d'un... C'est clairement une différence notable des deux versions, ça bloque les litiges. Après, il y a quand même le filtre du notaire là dans l'opération, parce que la pression de l'agent immobilier c'est une chose. Il y a effectivement des agences un peu traditionnelles qui ont tendance à vouloir coûte que coûte vendre le bien, quel que soit un petit peu le préjudice que peut subir l'acquéreur de tout ça. Et c'est vraiment là où il peut y avoir un filtre notaire aussi, en disant non, aujourd'hui là dans votre opération, soit vous me justifiez que tout est bon au niveau de votre financement et il y a une certitude totale. Si vous avez le moindre doute, rentrez pas dans une opération comme ça. Et c'est là où le rôle du notaire, il peut être en disant non, là il y a une alerte réelle, ne rentrez pas dans l'opération si on n'est pas sûr de... Ok, parce que en fait le cœur des peurs liées au notariat pour un investisseur qui fait son premier achat, c'est de se dire mince, il y a ces 10%, je dois les payer si je dépasse les délais. Si je fais un prêt qui ne rentrait pas dans le cadre de ma condition suspensive, si je n'ai pas mon prêt, que j'avais fait sauter ma condition, il y a quand même pas mal de cas où potentiellement je peux me prendre les 10%. Et 10% sur un panier moyen, c'est 30 000 € que personne n'a. Donc, faut quand même rassurer un peu les acheteurs, parce que moi je trouve que c'est un des freins à l'investissement. C'est dire le risque, pas pénal, mais le risque d'avoir à payer 10% du prix du bien parce qu'on s'est un peu planté sur... la rédaction de la clause ou sur la manière dont on a négocié notre prêt ou notre offre, il est quand même assez faible. Il arrive rarement, et parce que j'ai eu beaucoup de stress de la part de mes acheteurs. Les délais bancaires sont dépassés, l'agent avait mis 45 jours, et en fait, avec le Covid, ça a pris 3 mois. Mince, le vendeur me demande 10%. Bah non, c'est pas si facile. Et en compromis, l'acheteur est protégé, plus qu'en promesse de vente, de ce que tu dis. Non, c'est pas une protection. Effectivement, on aura peut-être... Finalement, il n'y a pas plus de protection pour l'acquéreur dans un cas comme dans l'autre. Mais la porte de sortie pour le vendeur, finalement, le vendeur est plus protégé dans le cadre d'une promesse. C'est plutôt la protection du vendeur qu'on met en avant sur le choix de la promesse de vente, et pour éviter après des promesses qui peuvent durer, des compromis qui peuvent durer dans le temps des années finalement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que comme les compromis, ça bloque les deux parties, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Donc du coup, le vendeur préfère remettre son bien en vente et sortir du compromis à l'amiable sans demander 10% que partir sur une procédure en justice où il ne récupérera jamais ses 10%. En fait, dans l'autre sens, l'acquéreur aussi, il a une protection dans la promesse de vente, c'est qu'il a une porte de sortie en disant moi aujourd'hui toutes les conditions sont réunies, je ne veux pas de litige avec mon vendeur, je paye les 10%. Moi c'est dans ce cas-là où je l'ai vu en pratique, de dire je verse les 10%, ce qui est de bons amis. Ça dans un compromis de vente, l'acquéreur qui veut dire moi je donne 10% et je m'en vais,
le vendeur a un recours contre lui en exécution du contrat pour l'obliger à acquérir le bien s'il a les capacités financières de le faire. D'accord. En des mots plus simples, est-ce que tu pourrais nous faire la différence entre un compromis et une promesse de vente ? Parce que là, on a parlé des conséquences sur la condition suspensive de prêt, mais c'est quoi la grande différence entre la promesse et le compromis ? La seule grande différence, le compromis, les deux parties vont s'engager dans le contrat. Dans la promesse unilatérale de vente, ce qui est pratiqué, seul le vendeur s'engage à vendre. L'acquéreur a seulement la faculté de dire j'achète ou je n'achète pas jusqu'au bout du contrat. Et si j'achète pas, je dois 10%. Exactement. C'est vraiment la différence la plus notable de l'opération et c'est une vraie porte de sortie pour un acquéreur. Certes, il y a des conséquences financières, c'est pour ça que les 10% que tu évoques depuis tout à l'heure, c'est un usage. On pourrait mettre 1%, 2% et il n'y a pas de base légale. Ah, d'accord. On pourrait mettre faut faire la différence pour les primo-accédants entre le séquestre qui est versé chez le notaire et ce qui est dû en cas d'abus de la part de l'acheteur. Donc les 10% dont on parle, c'est ce qui est dû si jamais les conditions ne sont pas respectées et que l'acheteur se retire abusivement du contrat. Mais ce qu'il a versé en séquestre chez le notaire, ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation, ou un dépôt de garantie ou un séquestre, ça ne correspond pas à ce qu'on va devoir. Ce qu'on va devoir, ça va être potentiellement plus que ce qu'on a versé. On peut d'ailleurs ne rien verser. On peut ne rien verser, mais au-delà de ça, devoir. Le montant de l'indemnité, si tu romps le contrat, c'est pas forcément 10%. Ouais, ça peut être 5%, ça peut être vraiment une valeur moindre ou supérieure. L'usage, c'est de dire 10%, c'est de trouver le bon montant qui fait que ça sanctionne assez pour inciter les gens à acheter, mais il faut que ça reste quand même équitable. Le but, c'est de faire un contrat qui est équilibré. On ne peut pas donner la moitié de la valeur d'un bien parce qu'on a immobilisé le bien pour un vendeur pendant 3-4 mois. Mais pour résumer, c'est 5% de séquestre et 10% de manière habituelle, voilà. Ouais, ok. Et toi, ton rôle de notaire, est-ce qu'il s'arrête à la rédaction du compromis ou de la promesse, ou est-ce qu'il va plus loin ? Je crois que tu as un aspect un peu fiscal au métier parce que tu vas calculer les plus-values, etc. Oui. Tu as donc une connaissance en fiscalité immobilière qui est assez poussée, forcément, dans ton métier. Est-ce que tu es capable de conseiller fiscalement les acheteurs ? Alors, nous, c'est notre métier. En règle générale, un notaire, on a une connaissance qui est généraliste, justement. On a un panel de connaissances qui est assez étalé, mais on n'est jamais non plus hyper pointu. On va pas, après chacun son métier, de la vraie fiscalité pure et dure, c'est le métier d'un fiscaliste qui va aller étudier vraiment la fiscalité de chaque client au cas par cas. Nous, on a toujours des connaissances, effectivement, dans les opérations quand on accompagne un investisseur, on va toujours évoquer justement la fiscalité de la société qui va mettre en place et autres, pour voir l'impact que ça va avoir lui personnellement sur son imposition et l'impact de la fiscalité à la revente. Parce que le choix de la fiscalité, ça va avoir un impact à la revente aussi, donc qui n'est pas négligeable. Donc il faut toujours orienter ça va. Il y a plusieurs critères de ces opérations-là. C'est de la situation personnelle de l'investisseur, sa fiscalité. Est-ce qu'il est dans des tranches marginales d'imposition élevées ? On a besoin de protéger ça, de ne pas lui créer du revenu supplémentaire à l'investissement. Et quelle est son optique aujourd'hui dans l'investissement ? Est-ce que c'est de l'achat-revente ? On veut bénéficier d'une augmentation du marché. On sait qu'à court terme, il va revendre à 3-4 ans. On ne mettra pas en place les mêmes mesures que quelqu'un qui me dit « Non, moi aujourd'hui c'est ma retraite, c'est bien, je ne le vendrai pas ». On ne l'accompagnera pas de la même manière sur quelqu'un qui a une envie de faire que de l'achat-revente un petit peu de manière rapide pour capitaliser à court terme. D'accord. Et toi, ton rôle de notaire, il commence dès la rencontre avec l'acquéreur et tu es capable de le conseiller dans la structuration de son véhicule ou dans ses choix fiscaux, etc. C'est une des premières questions. Une des premières questions, c'est quel est l'objet de votre investissement aujourd'hui ? C'est vraiment le point de départ de toutes les discussions que je peux avoir des acquéreurs qui nous contactent sur ce sujet-là. C'est pourquoi vous achetez, dans quel but ? Dans quel but, avec qui vous achetez ? Est-ce qu'il y a un risque après de séparation ? Parce qu'un jeune couple qui achète ensemble, le problème c'est que de manière pragmatique, on va quand même se rendre compte qu'il peut y avoir des difficultés dans le couple. Et l'engagement de vouloir faire ça sur du long terme, il n'est pas le même avec des acquéreurs qui ont 20 ans qu'un couple de 45 ans qui a 30 ans de mariage. On a moins de risques sur ça. Donc ça va avoir tout un... En fait, c'est vraiment du cas par cas, c'est du sur-mesure. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de cas concret. Non, mais en tout cas, tu les conseilles. Ah oui, c'est un élément indispensable à maîtriser pour bien accompagner les clients. Est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre et bénéficier des régimes comme LMNP ou autre, ou partir sur un régime de société pour bénéficier notamment de l'impôt sur les sociétés ou des structures comme ça. Donc c'est marrant que tu mentionnes ces deux régimes parce que pour moi c'est vraiment les deux seuls régimes qui vaillent la peine. Alors on peut rentrer dans le détail, il y a évidemment d'autres cas, mais c'est grosso modo LMNP ou SCI-LIS aujourd'hui les deux grands véhicules pour l'investisseur locatif. On est d'accord. Ah oui. Il y en a. Alors les deux ont leurs avantages et leurs défauts. Je pense pas que tu en aies un préféré parce que ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Ouais. Un investisseur qui n'a pas vraiment d'engagement, qui fait un bien et qui sait qu'il n'ira pas plus loin, est-ce
qu'il y a besoin de mettre un régime de société au milieu? Peut-être pas. LMNP est très bien, il est facile à mettre en œuvre, il est assez mobile, donc c'est des bons régimes. C'est vraiment, voilà, c'est là où on va s'adapter vraiment à la fiscalité du client, à ses envies. Quelqu'un qui me dit non, c'est mon premier achat, mais j'ai une grosse capacité d'endettement, moi je vais faire beaucoup d'achats. Là, on ne va pas l'orienter forcément sur tel. Et pourquoi tu l'orientes sur une SCI LIS quand tu as des ambitions patrimoniales déclarées par l'acheteur? Après, ça permet surtout d'avoir une flexibilité dans la gestion et surtout, le vrai intérêt d'aller mettre une SCI ou une société, de quelque sorte qu'elle soit, au milieu, c'est d'aller filtrer les revenus personnels de l'investisseur et les revenus de la société. Ça sera deux choses vraiment distinctes et ça ne viendra pas impacter sa fiscalité personnelle, ou en tout cas, ça l'impactera quand lui le décidera. C'est-à-dire qu'au moment où il voudra prélever des dividendes, ça va avoir un impact, mais c'est lui qui aura la main sur cette gestion-là. D'accord. Parce qu'évidemment, les profils à grosse ambition patrimoniale sont des profils qui ont des tranches d'imposition marginale assez élevées, et du coup, le moindre bénéfice locatif va être taxé à 50%. Quoi. Exactement. Donc autant qu'il reste isolé sur une SCI LIS où il sera taxé à 15%, qui est le taux réduit, oui, si on est en dessous post-amortissement. Si on est en dessous des 38 000 € de bénéfices. Quelles sont les grandes causes qui font capoter une vente dans ton expérience? Les loups que tu peux voir typiques dans un compromis ou dans un deal? Un deal, vraiment, d'un point de vue juridique, normalement, c'est pas censé arriver. En tout cas, ça peut être avorté avant la signature de la promesse, mais normalement, le rôle du notaire, c'est le vrai loup, il n'est pas censé arriver entre le moment de la promesse et la vente. Un dossier qui va avorter dans cette période-là, c'est un problème de financement, c'est un acquéreur qui change de fusil d'épaule ou c'est un acquéreur qui découvre qu'on lui a menti. Donc là, on est sur des vices ou autres, c'est une particularité différente. D'un point de vue purement juridique, on arrive à avorter des biens avant la promesse. Bon, d'ailleurs, on a eu le cas dans le cadre de plusieurs dossiers. Hein. On se rend compte qu'il y a des surendettements au niveau des copropriétés, c'est des éléments qui peuvent être effrayants. Ouais. Ça, c'est des éléments qu'on vérifie rarement au moment de la négociation. On va le vérifier. Des assemblées générales où on constate qu'il y a des difficultés de structure de l'immeuble, ça généralement le vendeur il n'a pas tendance à les mettre en avant. Ouais. Et c'est là tout le rôle d'un partenariat avec des conseils, avec des notaires pour aller vérifier tout ça. Nous, c'est notre travail de fond d'aller alerter les gens. Alors on n'est pas là pour bloquer les investissements, hein. C'est de dire aujourd'hui il y a telle et telle conséquence dans l'opération. Moi je vous donne les tenants et les aboutissants. Après si la négociation est correcte au niveau du prix et qu'il y a une contrepartie financière au risque, vous avez le risque, vous le pesez, il a une valeur financière et vous rentrez dans l'opération avec l'information. Et par exemple, pour une copro surendettée, il ne faut pas y aller, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. On peut y aller. Si la contrepartie financière est intéressante. Mais après, il y a des procédures justement de redressement de copropriétés en difficulté. Mais entre guillemets, effectivement, on ne va pas rentrer dans un deal avec une copropriété en difficulté si on achète au prix du marché. Ouais, donc là, on passe son chemin, on va ailleurs. Parce que sinon, la copro va se retourner contre nous, il va nous demander... c'est qu'en fait, une copropriété, c'est une grande famille. C'est une communauté dans laquelle, si elle va mal, au bout d'un moment, on va faire des appels de fonds extraordinaires pour éponger la dette. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, on peut y avoir une contrepartie financière, on va rentrer à avoir une conséquence d'une dette pour laquelle on n'est pas responsable. Donc s'il y a une contrepartie financière à l'achat, je sais que j'achète 10, 20% en dessous de la valeur, mais je connais le prix de cette diminution et j'assumerai le jour s'il y a quelque chose à payer. Donc, et sur les vices de structure, moi je vois bien, j'ai eu le cas où le vendeur oublie un PV d'AG, l'envoie en last minute, et le notaire ne regarde pas trop, ou l'acheteur ne regarde pas trop, mais et c'est bien vérifié que tous les PV d'AG sont là, qu'on ne nous en a pas caché, qu'il n'y a pas des procédures en cours sur le lot qu'on achète, etc. Ça se voit assez souvent. Mais ça, c'est le rôle là du notaire, hein, d'être attentif sur les éléments. Aujourd'hui, une loi en 2014, la loi Allure, hein, comme on la nomme, hein, elle l'oblige à remettre ces documents-là. C'est pas pour rien. Donc nous, on est vraiment vigilants à avoir tous ces documents-là pour justement protéger l'acquéreur. Donc après, on va pas se cacher. Il arrive qu'on signe des promesses de vente sans avoir tous les documents. Mais là, la loi a été bien faite. Hein, c'est que le délai de rétractation, ce fameux-là, il ne va démarrer que le jour où on va fournir le document. Donc si on vient apprendre quelque chose, pas de stress, hein, on se rétracte et on change le fusil d'épaule. Hein. Ok. Et alors, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais là, on parle de compromis rédigés par un notaire ou de promesses rédigées par un notaire, mais il y a pas mal de villes en France où la coutume est de le faire rédiger en agence. Et on a des agents immobiliers qui jouent au notaire et qui font signer des compromis de vente en agence. Je crois qu'ils ne peuvent pas faire de promesses. Non. Ça, c'est réservé aux notaires. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, Nicolas, de cette pratique des agents immobiliers qui font signer les compromis en agence plutôt que chez le notaire ? C'est un peu comme dans tout métier, hein, j'ai envie de dire. Hein. On va trouver d'excellents agents immobiliers qui le font très bien, mais notaire, c'est quand même un métier particulier. On passe notre temps à suivre les actualités. Donc, si l'agence a la capacité de le faire
pourquoi pas, hein. Mais j'ai envie de dire, là, c'est quand même un métier qui est précis, où pas qu'une agence n'aurait pas la compétence de le faire. Mais entre guillemets, on est quand même bien placé pour arriver à suivre les actualités juridiques et à bien savoir analyser les documents pour renoncer à cette pratique, sachant que voilà, on est là pour ça, on est là de toute manière, le rôle du notaire, on est là pour après accompagner à la vente, donc autant être là dès le début pour encadrer toutes les choses et éviter d'avoir des discussions possibles après la signature. Ouais. Donc, ce qui peut être un peu différent sur une agence qui va peut-être avoir tendance à accélérer les choses, à signer le plus vite possible, coûte que coûte, même si tous les éléments ne sont pas là. C'est vrai que toi, en tant que notaire, dans un devoir de conseil, tu as peut-être moins l'appât du gain. On va voir comment tu gagnes ta vie à un moment, mais l'agent, lui, il dépend du deal. Son loyer en dépend, nourrir ses enfants en dépend. Il a une pression à la vente qui est assez énorme et qui parfois le fait dévier de son devoir de conseil objectif. Ouais. Et du coup, il met une pression justement pour faire sauter les conditions de financement. Il met une pression pour signer vite le compromis en agence. On veut pas de notaire parce que les notaires, ils vont trouver des trucs, ils vont mettre leurs pattes là où il faut pas, ils vont mettre des semaines quand nous on peut mettre des jours, ça va traîner et on veut pas de notaire dans l'opération. Et souvent, ça dépend de la position de force de l'acheteur, mais souvent l'acheteur n'a pas le choix parce que sinon l'agent immobilier dit je vais sélectionner quelqu'un qui accepte de passer en agence sans nous mettre un notaire dans les pattes. Donc, une fois qu'on a subi cette situation et qu'on a signé un compromis en agence, quels sont nos risques et surtout à quel moment toi en tant que notaire t'interviens, parce qu'il y a un moment où tu vas intervenir et est-ce que tu vas analyser le dossier, le fait que tu prennes en main le dossier un peu plus tard, ça fait que tu vas voir moins de choses ou qu'il sera peut-être trop tard. Quel est ton rôle dans un compromis agence? En réalité, c'est jamais trop tard, hein, parce qu'il y a des erreurs juridiques dans le compromis, on les rattrapera toujours au moment de la vente. Mais ça peut créer des moments de tension et des complications dans le dossier qu'on aurait traité dès le début. En fait, la politique normalement d'un notaire, c'est qu'on signe une promesse de vente, on ne rediscute plus de rien. Tout est encadré, ou alors s'il y a des choses qui ne sont pas encadrées, on le stipule bien et on trouve des arrangements ou des délais pour avoir des réponses cohérentes aux difficultés. Un mauvais compromis, la difficulté, c'est que c'est pas le but du jeu. Surtout aujourd'hui, on est dans le cadre d'investissement, on est là pour faire des projets qui tiennent la route. Donc partir sur quelque chose de bancal, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Imaginons que le mal est fait, que le compromis est signé par l'agent, a été rédigé par l'agent, signé par l'acheteur. Qu'est-ce qui se passe du coup pour l'acheteur? Parce que c'est le cas une fois sur deux en France. Le vrai risque, en fait, il faut pas diaboliser. Si on peut rattraper la difficulté, que les problèmes conviennent à l'acquéreur et qu'on poursuit la vente, il n'y a pas de souci. On rattrapera au moment de la vente et ça pose pas de difficulté. S'il y a de gros problèmes juridiques, on mettra un terme au compromis d'une manière ou d'une autre en disant qu'on attaquera le compromis en disant qu'il y avait des défauts de conseil ou des difficultés. Mais ça va créer une tension dans le dossier ou alors des obligations à avoir un recours contre l'agent immobilier qui a pris la responsabilité de signer. Et ça peut créer quand même un malaise sur le dossier. Mais du coup, ça offre une porte de sortie supplémentaire pour l'acheteur qui signe en agence plutôt que chez le notaire, parce qu'une fois sur deux, l'agent va oublier quelque chose, et du coup, ça permettra à l'acheteur qui change d'avis de trouver une porte de sortie. Clairement, ça peut être une porte de sortie pour un acquéreur de signer un compromis en agence sur lequel il y aurait des erreurs, hein, parce que attention, il ne faut pas généraliser. Hein. On va peut-être avoir une majorité quand même de compromis qui sont très bien faits, ou alors les difficultés juridiques, elles n'ont pas été rencontrées, mais là, sur ce dossier-là, elles n'y étaient pas, donc il n'y avait pas de souci. Mais ça va rester l'exception où effectivement il peut y avoir des choses très mauvaises. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis pas n'y allez pas, parce que moi j'ai entendu des notaires dire ne touchez pas à des compromis agences. Non, ça serait un peu prétentieux. De la même manière, alors c'est un peu peut-être pas correct de le dire, hein, mais il y a des bons notaires, des mauvais notaires, comme il y a des très bons agents immobiliers et des très mauvais. Donc il ne faut pas en faire une généralité, n'y allez pas. Effectivement, le rôle du conseil du notaire, moi je vais vous dire, il vaut mieux quand même faire appel à un notaire, on est là pour ça, c'est notre métier, notre spécialité. C'est dommage de s'en priver, surtout que ça n'a pas de coût, ou un coût qui est très maîtrisé au niveau des promesses de vente. Ouais. Donc c'est quand même dommage de s'en passer. Après, n'y allez pas de manière catégorique, ça serait prétentieux de la part d'un notaire de dire on est les meilleurs et il n'y a pas mieux au travers de nous. Il y a des très bons agents immobiliers qui le font très bien. Mais proportionnellement, je pense que le risque est quand même plus maîtrisé de le faire ça chez un notaire. Et surtout, tu peux customiser ton acte. Ouais. Tu peux rajouter les clauses que tu veux, les conditions suspensives que tu veux, alors que les compromis d'agences immobilières, ils sont très rigides. On entend souvent de dire on ne peut pas le faire parce que le logiciel est bloqué. Ouais, oui, non, mais le logiciel bloque, mais bon. Justement, c'est pour verrouiller les bêtises d'un agent immobilier qui est pas rédacteur d'avant-contrat, hein. Il est agent immobilier, c'est un métier à part entière. Et après, on résume souvent le métier d'un notaire à cliquer sur des touches et autres, mais on fait quand même 7 à 8 ans d'études pour faire ça. C'est que derrière cliquer sur une clause, il y a quand même une conséquence. Et effectivement, après, des clauses peuvent s'ajuster, d'autres pas. C'est là où il faut connaître les limites. C'est pour ça qu'effectivement, un notaire, c'est quand même... on a quelques petites années d'études pour approfondir tous les pièges qu'on peut rencontrer dans les... Ok, donc favoriser les actes rédigés par des notaires. De toute façon, tu interviendras toujours pour l'acte authentique. Ça, c'est obligatoire. La réitération de l'acte authentique, c'est la remise des clés, enfin le dernier contrat. Je rappelle juste les étapes
de la roadmap notariale, c'est d'abord l'offre, ensuite le compromis ou la promesse, et ensuite la réitération de l'acte authentique, donc la signature finale. Et toi, tu interviens de toute façon au moins à la 3e étape. Obligatoirement. Obligatoirement. Et là, tu peux repérer les erreurs. Donc, c'est pas si grave si on a signé en agence. Et on disait qu'ils sont customisables, les actes notariés. Est-ce que, justement, dans cette personnalisation de l'acte, tu peux rajouter les conditions suspensives que tu veux? Est-ce que c'est vraiment open bar sur les conditions suspensives? Est-ce que tu peux dire j'achète si sous condition qu'il y ait une plante verte dans l'entrée? Est-ce que tout ce que tu as envie de mettre, tu peux le mettre? Alors, légalement, la condition suspensive, si elle n'est pas illégale, que la loi n'est pas contraire à une demande particulière, on ne va pas citer d'exemple parce que ceux que j'ai en tête, ils ne sont pas très corrects. Donc du coup, tant que ce n'est pas illégal et que la condition suspensive, donc qui va souvent profiter à l'acquéreur, elle ne peut pas émaner de son chef, ça veut dire il ne peut pas dire je ne peux pas mettre en condition suspensive, j'achète que si au jour de la vente, je suis allé chez le coiffeur. Oui, d'accord. Ou voilà, il y a du soleil ou des conditions qui ne sont pas maîtrisables. Ça, après, c'est ce qu'on appelle des conditions potestatives, de dire moi j'achète que si je me suis coupé les cheveux. Bah oui, c'est gentil, tu te coupes pas les cheveux. Tu appelles ça comment? Potestatif. Potestatif. Ouais. Et c'est que chez les gens qui vont chez le coiffeur, c'est ça? Ah, ça marche dans tous les sens. C'est spécifique à la coiffure. Exactement. Potestatif, ok. Ou de dire je sais faire le pas de Michael Jackson d'ici 3 mois. Mais ça, c'est rarement vu sur les actes notariés, non? Alors, en conditions suspensives. Alors là, pour le coup, un notaire qui marque ça, je pense qu'il faut changer de notaire peut-être, parce qu'il y aurait peut-être des difficultés. Ça serait un notaire fun. Oui. D'ailleurs, c'est souvent la critique qu'on vous fait, mais vrai, je sais que c'est pas vrai. Non, on n'est pas fun. Non, si, c'est vrai. Mais tu sais faire le pas de Michael Jackson? Malheureusement, alors le problème, oui, mais là, les caméras sont très mal cadrées pour ça. Tu sais vraiment le faire? Non, absolument pas. Le bluff. D'accord, mais ce qu'on vous reproche aussi, les agents IMO disent que vous êtes lent par rapport, parce que vous faites votre boulot, mais parfois, il y a une priorisation des dossiers. Il y a certains dossiers, alors là, je vais être un peu polémique, qui sont peut-être plus rentables que d'autres. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir ton break-even, c'est-à-dire ton coût minimal avant d'être rentable ou non. Et moi, ce que je vois, moi, je suis parisien, ce que je vois de la part de notaires parisiens, c'est que les petits dossiers de province sur lesquels il y a 2 notaires et il y a des frais de notaire très, très, très faibles, ils ne sont pas du tout priorisés. Du coup, ils sont traités très lentement, alors que l'agent, lui, il touche sa com à la fin. Et il a tout intérêt à ce que ça aille vite. Et donc parfois, on a des conflits d'intérêts en termes de timing entre l'agent et le notaire qui lui est moins incentivé, moins motivé à signer vite parce que c'est un petit dossier. Toi, comment tu gères cette priorisation des dossiers? Alors, moi, à titre personnel, sans faire de généralité, du coup, si c'est vraiment typique à l'étude où je suis, l'idée, c'est de dire, en fait, je m'en moque. C'est qu'aujourd'hui, un dossier, je ne regarderai jamais la valeur exprimée. Alors j'espère que c'est quelque chose qui va me durer dans le temps. Non, parce que effectivement, c'est pas forcément une généralité, mais c'est pour ça qu'on est protégé par la loi. Quand on va chez un notaire, on ne négocie pas son tarif. C'est-à-dire quelqu'un qui va acheter un bien 1 million d'euros, effectivement, c'est très rémunérateur pour l'étude, c'est très intéressant, voire plus. Hein. Et un dossier, quelqu'un qui achète une cave à 10 000 euros, on ne va pas se le cacher, c'est quelque chose où on travaille à perte. Hein. C'est un coût pour l'étude. Tu travailles à perte à partir de quel montant, s'il te plaît? J'ai tendu le bâton pour me faire battre. Il n'y a pas vraiment, après ça dépend de la structure, ça dépend du temps du dossier, parce qu'un dossier, que ça soit une cave à 10 000 euros ou un château à 15 millions d'euros, on ne peut pas forcément maîtriser le temps de travail qu'il peut y avoir. On peut passer plus de temps sur la petite cave que sur le gros bien, il n'y a vraiment pas de lien. Donc on peut être rentable sur un petit bien où on va passer pas beaucoup de temps finalement et pas être rentable sur un énorme dossier, même en dizaines de millions d'euros, parce qu'on y passe des semaines et des mois ou voire des années de travail dessus. Finalement, la rentabilité, elle n'y est pas. Donc c'est dur de faire un raccourci. Allez, un petit effort. 150 000 euros, en dessous, c'est pas très rentable? 200, 300? Je crois qu'à Paris, c'est 300. Non, c'est peut-être un peu plus haut. Non, il n'y a pas en province, oui, à partir de 150 000, 200 000 euros, on va dire que le dossier a une rentabilité. Mais c'est pour ça qu'on est officier public. En fait, cette notion de rentabilité, normalement, elle n'a pas lieu d'être, on n'a pas lieu d'en discuter. C'est-à-dire que moi, le dossier qui ne me fait pas gagner d'argent, j'en ai rien à faire. Le but, c'est d'accompagner le client, parce qu'on est là, c'est notre mission de notaire. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Les choses sont faites pour qu'on en gagne, effectivement, on ne peut pas se le cacher, c'est un peu l'omerta, mais on sait tous que notaire, ça gagne bien sa vie, mais le but, il est là. On gagne bien notre vie pour pas frauder, pour pas être tenté de frauder, pour essayer d'estirper de l'argent à droite et à gauche, c'est un des buts. Hein. Et après, on est là pour accompagner. Moi, quelqu'un qui vient et qui n'a pas de moyens, il a le même traitement que quelqu'un qui a des dizaines de milliers d'euros sur son compte. C'est ma vision des choses, c'est normalement la vision de l'officier public. On est là vraiment en conseil
pour accompagner les gens dans tous les besoins de leur vie. Donc l'accompagnement, cette notion, dans ta question, je la comprends de rentabilité, parce que derrière un notaire, il y a une entreprise, ça a un coût de fonctionnement, il y a des salariés, il y a quand même une structure à faire vivre. Mais il n'y a pas d'inquiétude sur ce point-là. On est rarement inquiet pour les notaires d'ailleurs, et c'est pour ça. Il faut jamais avoir l'idée en tête du notaire qui ne gère pas le dossier parce qu'il n'y a pas d'actifs assez intéressants pour lui. Ouais. Alors c'est qu'il faut changer de notaire, entre guillemets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de notaires en France, on doit être 12 ou 14 000, je n'ai pas le chiffre exact. L'idée, c'est que si votre notaire il réfléchit comme ça, il faut passer son chemin. Et, il le dira jamais explicitement, mais c'est vrai qu'il va prendre plus de temps sur certains dossiers. Mais toi, tu acceptes tout le monde. Tu es la mère Teresa de l'immobilier. C'est pas mère Teresa, c'est juste penser pourquoi on est là, et on n'est pas là pour regarder ce qu'on a dans notre portefeuille. On en a suffisamment. Donc je confirme, parce qu'on t'envoie pas mal de petits dossiers qui sont assez bien traités. Donc merci. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, tu me donnes un dossier, que tu m'amènes, ou n'importe quel dossier que j'ai à l'étude, je suis incapable de connaître le prix du dossier. J'en ai strictement rien à faire. D'accord, c'est bon à savoir. Je vais être un peu polémique. Marseille, ça a quand même une réputation assez sulfureuse. Toi, tu es au cœur des mouvements financiers marseillais, parce que un des assets sur lesquels l'argent sale va se mettre, c'est la pierre. Donc toi, j'imagine que tu as des problématiques en anglais on dit KYC, Know Your Client, ou AML, Anti-Money Laundering, de blanchiment d'argent. Comment tu fais pour repérer l'argent sale? Est-ce que tu as des procédures en place? Est-ce que toi, anecdotiquement, tu as déjà vu des choses un peu douteuses te passer sous le nez? Alors effectivement, c'est un sujet vraiment sensible pour le notariat, comme toutes les professions financières. Ça, on a des points de vigilance importants, on a des curseurs. Alors ça, c'est le genre d'élément qu'on ne va pas communiquer parce qu'on nous demande d'être discret, parce que si je vous donne toutes les astuces pour blanchir de l'argent, ça va être un peu délicat. Ouais. Mais effectivement, on a des curseurs, ça va être le profil du client, le mode de financement. Les résidences fiscales, où elles se situent. Alors des fois, voilà, les éléments suspects, ça peut nous arriver. Des clients américains, l'argent vient d'Angleterre avec une résidence en Suisse ou autre. Effectivement, ça nous met des alertes. Après, à justifier. Donc, pas tout n'est litigieux. Quand on a des suspicions et on demande des justificatifs, si les justificatifs ne nous paraissent pas satisfaisantes, on a un rôle d'alerte. On est juste là, on lance l'alerte auprès des services compétents. Qui sont TracFin. TracFin, TracFin. On vient les déclarer, et après nous on n'a plus la maîtrise de tout ça. C'est que chacun a son rôle. Nous on est là juste pour déclarer les opérations suspectes. Effectivement, ça peut arriver de manière c'est ponctuel, on n'est plus le blanchiment aujourd'hui. Je crois pas que l'immobilier je crois que le blanchiment se fait de plus en plus sur des petits montants, et justement il y a trop d'alertes sur les grosses opérations, c'est un peu plus délicat. Après on n'est pas naïf, on sait que ça peut éventuellement se produire, mais il y a des opérations d'alerte, des vendeurs qui se revendent entre sociétés à des prix différents, où on a l'impression effectivement qu'il y a besoin de l'aval d'un notaire pour vérifier tout ça, mais on n'est pas naïf non plus. Donc les opérations de ce type-là, elles ne passent pas inaperçues. Il y a forcément des déclarations de soupçons. Donc aujourd'hui, le vrai conseil pour blanchir de l'argent, c'est pas de s'approcher d'un notaire, ou d'un banquier. Aujourd'hui, les alertes sont tellement... Les conséquences, nous, de ne pas dénoncer une suspicion, c'est du pénal, donc on pourrait aller en prison. Et tu ne dois pas le dire au client que tu l'as dénoncé. Évidemment, non. On ne veut pas finir dans un puits, parce qu'effectivement, on est à Marseille. Ah ouais, c'est dans les puits maintenant, c'est plus les coffres. On va pas prendre le risque. Et c'est un vrai anonymat. Mais en fait, un client qui se fait dénoncer, en règle générale, de toute manière, il se fait dénoncer un peu de partout. Que ce soit un agent immobilier qui a la même obligation, une banque, un assureur, un notaire. Et les déclarations de soupçon, elles vont être multiples, et on ne saura jamais la source de cette déclaration-là. Donc le client ne peut pas savoir d'où vient la déclaration de soupçon. Ça me fait penser que nous aussi, chez Mastéos, on a cette obligation. Oui, on n'est pas là pour blanchir, et donc du coup, effectivement, c'est un point d'alerte sur lesquels on est souvent rappelé à l'ordre. Moi, en tout cas, on est incité à être vigilant sur ce point-là, parce qu'on n'est pas censé être au cœur de cette pratique. Je me doute. Est-ce qu'on commence le Q&A Clubhouse? On a pas mal d'auditeurs, et c'est un sujet un peu technique, un peu aride, mais je suis sûr qu'on peut en faire quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, évidemment, c'est une obligation. Non, c'est dans les gènes. A priori, il y a eu des chercheurs qui ont fait des études. Oui. Il y a un gène notaire qui oblige à être notaire de père en fils. C'est The Lancet en 86 qui a remarqué ça, effectivement. Non, effectivement, c'est un vieux cliché de la profession, c'est pas exact. On est notaire, moi j'en suis un exemple, mes parents ne sont pas notaires. J'arrive à peu près à faire mon travail correctement, de temps en temps. C'est un ancien cliché, mais oui. Ils font quoi tes parents? Je sais pas. D'accord, merci. Je ne peux pas en parler. Oui, d'accord. Question suivante. Exactement, c'est pour ça qu'on travaille en moyenne 1 à 2 ans après on prend notre retraite. Voilà. Donc on gagne tellement d'argent.
Non, non, non. Alors ça, quelques notaires que ce soit, on respecte tous un tarif dans la plupart des actes qu'on accomplit. Hein. Donc d'un notaire à l'autre, la tarification sera exactement la même. Il n'y a aucun notaire qui garde les taxes dans sa poche. Hein. On est collecteur d'impôts. Au moment d'une opération, on collecte effectivement des montants conséquents, de 7 à 8% sur les ventes. Mais sur les 8, il n'y en a que 1 qui te Il y revient. a à peu près 1% voilà, qui est la rémunération de l'étude. Et après, le reste, c'est des taxes qu'on collecte et qu'on reverse à l'administration fiscale. Hein. À aucun moment, un notaire peut dire qu'il conserve ça dans sa poche. Il ne ferait pas carrière très longtemps. Peut-être une petite année au maximum, mais pas bien plus. Hein. Exactement. Alors, j'avais proposé à Thierry, a priori, un entretien en latin, mais c'était pas... Praedum luxum rosam, vas-y, teste-moi. Je maîtrise quelques... Non, tu parles mieux que moi latin, donc ça paraît trop dangereux. Ouais. On doit être vraiment à 50-50 hommes-femmes, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans, mais aujourd'hui c'est le cas. On doit être vraiment y être ou à quelque chose près. Et la moyenne d'âge, j'en ai strictement aucune idée. Tu dirais 40 ? Ouais, peut-être 45 ou 50 quand même. Ouais. Et est-ce que vous vous maquez qu'entre notaires ? Est-ce que vous avez un Tinder de notaire, des choses comme ça ? Est-ce que vous... Oui, c'est j'aime-mon-notaire.fr. Ouais. D'accord, ah ouais, ça reste sur une web app. Ok. Ouais. Non, il vaut mieux éviter justement, comme tout métier, est-ce que c'est intéressant d'être en couple avec un notaire ? Je ne sais pas. Donc question de joker, à laquelle on ne va pas répondre. Ça n'existe Non, pas. ça n'existe pas effectivement. Un notaire qui fait mal son boulot. Déjà, il faut toujours quand même, des fois quand les délais sont longs, pas pour prendre la protection de ma profession, parce que la plupart du temps, quand il y a des délais longs, c'est qu'il y a une raison. Donc ce qui est important, c'est surtout de les comprendre. Il faut que le notaire soit pédagogue. C'est-à-dire que s'il y a un élément de blocage, il ne faut pas hésiter à dire au notaire, maintenant j'en ai marre, c'est trop long, expliquez-moi pour moi. Pourquoi c'est long ? Ça nous arrive de mettre 3 à 4 mois pour signer une promesse de vente, mais c'est dans l'intérêt du client. Et ça, ce qui est important, c'est qu'il vous l'explique. Donc la plupart du temps, quand c'est long, n'hésitez pas à demander à votre notaire pourquoi c'est long. Et souvent, il aura une réponse à vous apporter. Il y a des délais administratifs, il y a des problématiques juridiques qui font que c'est dans votre intérêt d'être long. Après, comme on le disait tout à l'heure, il y a des bons et des moins bons. Effectivement, votre protection, ce qui est bien pour vous, c'est qu'une des règles principales d'un notaire, c'est qu'on n'a pas de client. Ça veut dire que demain, vous voulez changer de notaire, vous partez avec votre dossier sous le bras et vous allez voir le notaire de votre choix. Elle peut changer en cours ou pas ? Sans problème. La réponse, elle est en 2 mots. Force exécutoire. Ça veut dire que vous avez un bail... Ouais, ça en jette en plus. Ouais. Non, l'intérêt aujourd'hui, c'est que si vous avez un bail classique que vous achetez au buraliste, bon, déjà, c'est un petit peu dangereux parce que, bon, juridiquement, on n'est peut-être pas au top du top, on n'est pas sur du sur-mesure, mais ça, c'est un premier fait. Mais le problème, c'est l'exécution du contrat. Il n'y a pas de pastis dans le verre. D'ailleurs, je me sens pas très bien. Ouais. Il y a quelqu'un pour à la prod, non ? Non. Ça réagit pas trop. Ouais. L'équipe est pas au top, mais bon. Non, c'est pas grave. Bah écoute, je vais me le prendre nature. Continue. Donc du coup, pour revenir à ça, le bail, bon, d'une part, il n'est pas forcément adapté parce qu'on est sur cocher des cases, donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure opération. Mais surtout, en cas de loyer impayé, il faut qu'on aille devant le juge pour rendre exécutoire la créance. Et là, on perd beaucoup de temps. Alors qu'avec un acte authentique, ça nous permet d'aller directement saisir le débiteur en disant pour le recouvrement de la créance. On va s'adresser directement à l'huissier pour recouvrer les sommes. D'accord. Et ça, c'est vraiment une force qui est incomparable à un bail qu'on pourrait faire sous seing privé, entre nous, indirectement. Alors toi, tu fais, je sais pas si tu es investisseur locatif, tu nous diras peut-être, mais est-ce que tu fais tes propres baux en notarié tous par réflexe ou c'est le cordonnier qui est Alors le plus je vais répondre oui. Le cordonnier mal chaussé, je sens. Non, effectivement, dans la pratique, on ne le fait pas pour les baux d'habitation. Alors pour un bail commercial, ça ne me viendrait pas l'idée à le faire. Pour un bail commercial, il ne faut pas jouer avec ça. On fait un acte authentique. L'enjeu est trop important, surtout avec la protection du locataire commercial. En habitation, c'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là, ce qui est un mauvais réflexe, c'est une mauvaise pratique. Hein. C'est vrai que même mes propres baux, je ne les fais pas sur forme authentique. Parce que c'est cher ? Non, c'est cher quand même, c'est un mois de loyer, non ? C'est pas réglementé, il me semble, les baux d'habitation. À combien tu me les fais ? Là, exactement. Alors ça, c'est à sous réserve, il faudrait vérifier parce qu'effectivement, on le pratique peu. Je suis pas sûr qu'on soit sur un domaine sur lequel ça soit encadré
au niveau de la tarification. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier avec son notaire, sous réserve que je vous dise pas une grosse bêtise. Là, ce qui est possible. Tu peux nous faire que des baux notariés chez Mastéos pour les rendre exécutoires et qu'on aille récupérer les... Dans la pratique, on pourrait le faire. On faire. fait un partenariat là-dessus, on fait que des baux notariés. On fait pas de partenariat chez les notaires. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc ça c'est pas possible. Mais après, effectivement, que chacun des acquéreurs après consulte son notaire ou le notaire de son choix sur ces points-là, oui, c'est quelque chose qui peut être utile. Et c'est vrai que dans la pratique, ça se réalise pas parce qu'on a tendance à pas vouloir régler les frais. Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Ce qu'il faut savoir, en fait, je vais faire un peu de politique. On va répondre à côté de la question. La vraie réponse déjà, c'est que chacun est libre de prendre son notaire. Vendeur et acquéreur, on ne peut pas imposer un notaire, que ça soit celui du vendeur, celui de l'acquéreur. Vraiment, tout le monde est libre. Ça ne complique pas les dossiers. On a l'habitude, aujourd'hui, c'est un usage presque. On est rarement seul notaire dans un dossier, ça ne pose pas de difficulté. Après, est-ce qu'il y a du mieux ou du pas mieux le point positif, c'est que ça ne vous coûte pas plus cher. Un seul notaire ou deux, on partage la même rémunération à deux. Et vous, ça vous rapporte moins du coup. Pour nous, ça nous rapporte moins. Mais après, on partage le travail, donc ça pose pas de difficulté du tout. C'est pas du tout gênant le fait qu'on intervienne à deux notaires. Donc pour le client, l'utilisateur du service, finalement, pour lui, pas d'incidence financière. Et après, finalement, on a l'expertise de deux notaires. Alors pourquoi pas se priver de ce luxe-là. Pour le même prix, on a deux expertises de notaires différentes. Le notaire, derrière son stylo et sa belle plume, faire des poésies, on reste humain. C'est-à-dire qu'on peut on peut faire une erreur. Le fait qu'il y ait un deuxième notaire qui vienne chapeauter un petit peu le dossier, ça peut être aussi un plus. Donc il ne faut pas avoir un frein à imposer un notaire. C'est vraiment chacun est libre de prendre son notaire. S'il n'y a qu'un notaire qui fait l'opération, ça ne crée pas de difficulté parce qu'on est là quand même pour ça. Il n'y a pas d'inquiétude à être seul notaire dans une opération. Mais le fait que son vendeur ou son acquéreur veuille être accompagné de son notaire, à aucun moment il faut y être opposé parce que ça ne freine pas du tout le dossier. Et au contraire, ça peut apporter un plus de l'expertise du deuxième notaire qui rentrerait dans l'opération. Sur ça, je pense qu'il ne faut pas être frileux. Il faut vraiment faire les choses naturellement. S'il n'y en a qu'un, il ne faut pas se forcer à en avoir un deuxième, entre guillemets. Hein. Mais s'il y en a un deuxième, il faut l'accueillir à bras ouverts parce qu'il sera là justement pour apporter de sa connaissance en plus dans le dossier. Vraiment, il faut être ouvert sur cette question-là, je pense. Hein. Ok. Bon, bah on est bon. Hein. On va peut-être terminer là-dessus. C'était du notariat, c'était aride, mais on a réussi à en faire quelque chose. J'espère que vous avez apprécié. Prochain podcast, n'hésitez pas si vous avez des thématiques que vous voulez aborder dans le cadre de l'investissement locatif, des invités que vous voulez qu'on fasse venir, on est assez connectés. Moi, je connais la femme de ménage de Patrick Fiori, par exemple. Si vous voulez que je fasse intervenir des gens en particulier, dites-le nous en commentaire. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.